m'appelle Patricia, j'ai 54 ans, donc c'est un bel âge. Je deal avec une maladie, syndrome des lèvres dans l'os vasculaire. Enfin, j'essaye de gérer ça au mieux depuis 38 ans. Ça a été assez compliqué. Je suis là, c'est encore, je veux dire, c'est miraculeux. J'aurais jamais cru arriver à cet âge-là. J'ai toujours été en parfaite santé quand j'étais enfant. Je suis née vraiment, on avait du mal à me suivre. J'étais toujours hyper active. À 9 mois, je montais les escaliers, tout. Enfin bon, aucun signe de maladie du tout. Enfin, si on repart après, si on reprend quand même les choses, c'est vrai que je suis née en prématuré. Tous les enfants, en fait, c'est pas tous les prématurés ont le syndrome des lèvres dans l'os vasculaire, c'est les syndromes des lèvres dans l'os vasculaire naissent souvent prématurément, vu la fragilité des tissus. Voilà. Donc, ma mère s'attendait pas à avoir elle a perdu les os. Elle est allée à l'hôpital, on l'a renvoyée chez elle en ayant perdu les os et on lui a dit votre bébé est trop petit, il faut rentrer chez vous et il va pas vivre, alors que c'était que 3 semaines d'avance, c'était pas. Et je suis née une semaine après et je faisais 3 kilos, donc bébé parfait, donc tout va bien, impeccable. Nourrie au lait de vache du village, par ma mère et la vache du village. Donc, et l'eau du robinet, pas de vraiment élevée comme on élevait les enfants. Je dirais encore, ma mère était encore un peu en retard. Elle n'était pas dans le lait en poudre, l'eau en bouteille et tout. Donc, et puis, au fur et à mesure des années, donc tout se passe bien. Je vais à l'école de ma mère et je grandis. Il y a quand même un souci qui n'est pas anodin, qui montre quand même que c'est compliqué de savoir qu'on a quelque chose de différent. J'avais 1 dixième et 2 dixièmes aux yeux et ma mère s'en est aperçue que par la visite médicale quand j'étais au CP et que je voyais rien en fait. Mais j'ai pu quand même, si tu veux, mener ma vie parce que j'avais un défaut de vision qui est que l'astigmatisme et l'hypermétropisme. Et finalement, ce ne sont pas des défauts de vision qui font que tu es là, tu mets ton... Non, c'est pas comme ça. Donc, moi je disais, j'y arrive pas, elle ne comprenait pas pourquoi j'y arrivais pas. Et donc, toute la difficulté, quand tu es un enfant, d'arriver à dire, il y a quelque chose qui ne va pas, mais tu ne sais pas ce que c'est. Donc déjà ça. Donc ça m'a fait vivre dans un monde un peu, je dirais, le monde des impressionnistes. Bon, ça n'a rien à voir avec la maladie. Il y a le syndrome des lèvres dans l'os vasculaire d'un côté. Les défauts de vision, ça, c'est encore une autre chose à côté. C'est pas connu chez d'autres malades. Après, il s'est avéré quand même que je me suis aperçue très tôt que le ballon de foot de mon père, quand je commençais à jouer au ballon, j'enlevais ma chaussure et j'avais le pied explosé. Ça me faisait mal et j'avais... Parce que moi je voulais jouer au ballon avec mon frère qui a 50 plus et puis avec les autres enfants, donc dans la cour, tout ça. Et puis le temps passant aussi, bon j'avais des problèmes d'oreille, mais ça c'est pas non plus typique du syndrome des lèvres dans l'os vasculaire avec des otites à répétition. Mais ça c'est pas non plus quelque chose de... Mes cousins en ont et puis non pas de... Voilà. Je pense que c'était plus le tabagisme passif à l'époque. Nous avons vécu dans un grand nuage de fumée dans les années 70. C'est tout juste si les mères n'étaient pas là en train de donner le biberon, la clope au bec. Donc c'est quand même aussi important. Ce qui explique peut-être quand même ma grosseur là, qui n'a rien à voir non plus avec le 7V. Mais ça et puis les scanners à répétition qui font qu'on peut faire un cancer. Mais là c'est pas cancéreux pour l'instant. Donc voilà. Et donc quand je suis née, j'avais quand même le petit doigt gros comme cette allumette. Donc c'est vrai que ma mère s'est dit, c'est quand même étonnant. J'avais une texture de peau un peu particulière. J'avais le petit doigt, donc vous le voyez là, il n'est pas Jojo, mais il était gros comme une allumette.
et elle avait beaucoup de mal à faire ma toilette pour le nez, les oreilles. J'étais obligée de prendre une allumette et de prendre un petit bout de coton. Et c'était, voilà, elle se rendait compte que j'avais tout de... Mais sinon, pas de signes apparents. Donc en fait, dans l'enfance, pas grand-chose. Si ce n'est que je faisais quand même des bleus facilement. Donc je fuyais quand même déjà la balle aux prisonniers où on te balance. Ça fait très mal et ça fait... Voilà. Quand je tombais dans les... faut dire que je tombais dans les escaliers en ciment. Une fois, j'avais 6 ans et mes parents, après, avaient regardé, j'avais le dos tout noir. Donc, ils se disaient quand même, elle marque facilement. Et là où j'ai eu un appareil d'orthodontie, et là, effectivement, le problème, c'est que les barres des bagues rentraient dans mes joues et me faisaient une plaie. Mais le dentiste de l'époque, lui, il a dit « Oh, c'est parce que tu te brosses pas bien les dents. Faut brosser la plaie », qu'il me disait. Bon, mais lui, il a traumatisé toute une génération d'enfants. C'était pas du tout un dentiste sympathique. Et donc, il me faisait mettre un produit qui me brûlait la plaie. Et donc, j'ai fait que le haut de mes dents, mais ça a été une torture pendant 1 an, puisque des plaies ouvertes de chaque côté. Donc, à chaque fois que tu manges quelque chose qui va être un peu acidulé ou citron ou vinaigre, enfin, l'horreur. Et en fait, ça, j'étais pas douillette du tout. Parce que moi, la première fois que je suis allée me faire une prise de sang, je suis ressortie et je dis à ma mère, mais t'as vu maman, il m'a pas piqué le monsieur, c'est incroyable, parce que moi j'ai toujours regardé ce qu'on me faisait. Je dis, t'as vu, il a posé l'aiguille, le sang est venu dans l'aiguille, et pour moi c'était magique. Il n'avait pas aspiré du sang, non, j'avais rien senti, donc j'ai dit, c'est fou hein, quand même. Voilà, donc j'étais pas du tout douillette, et mon frère hurlait quand on allait chez le dentiste. Moi je le regardais, elle ne l'avait pas touché, il était déjà en train de hurler, et moi on pouvait me soigner la carie jusqu'au bout et je ne bougeais pas. Moi je sentais le cochon grillé, comme je disais, c'était pas un problème. Donc pas vraiment douillette du tout, enfin, et j'ai quand même eu mal avec Mais ma mère, quand elle a vu toutes ces petites choses, quand même, elle en a parlé au médecin généraliste, qui a dit, oui, vous savez, je sais pas, on sait pas, mais on pouvait pas savoir à l'époque de toute façon. Parce que la médecine était confidentielle dans le sens où les médecins pouvaient se discuter entre eux, mais il n'y avait pas des moyens de communication comme maintenant avec Internet et avec toutes les données que tu peux avoir. C'est quand même... Et il faut savoir que cette maladie n'a été diagnostiquée qu'il y a 1 siècle. Donc quand on dit syndrome d'Ehlers dans l'os, c'est parce qu'il y a Ehlers, un chercheur danois, je pense, ou hollandais, j'en sais rien, je ne me rappelle plus, mais dans l'os, c'est un français. Donc ils ont travaillé sur les syndromes d'Ehlers dans l'os, qui sont d'ailleurs très connus, enfin, plus connus, je dirais, depuis quand même peut-être dizaine d'années, je dirais, maintenant un peu plus. Le syndrome d'Ehlers dans l'os vasculaire, qui n'a rien à voir au niveau des symptômes, reste très confidentiel, étant donné qu'il touche... Alors le syndrome d'Ehlers dans l'os, c'est à peu près 7000 personnes, et nous on est 200-300 à être diagnostiqués en France. Il faut savoir que c'est une maladie qui existe au niveau mondial. Évidemment, dans les pays en voie de développement, elle n'est pas diagnostiquée, malheureusement. Et donc ça reste très 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 peu connu. Et moi, quand on m'a annoncé le verdict un jour, donc parce que j'ai fait ma première perforation digestive à 16 ans, donc prise d'une douleur dans le ventre quand j'étais aux toilettes le matin, mais une déchirure bien. Je pars quand même au collège, et là, je sais que c'est insupportable. En fait, si j'avais pu rester à la maison, je serais restée à la maison. C'était un lundi matin, ma mère me dit « Bon, t'y vas quand même, ça va passer ». Enfin bon, on se dit toujours « ça va passer ». Et puis ça va pas passer, parce que quand je suis arrivée au collège, j'ai dû perforer à 7h30. J'arrive au collège, je dis à la copine qui était avec moi, on allait
à 8h30, je dis on va rentrer en cours d'anglais. Je dis c'est pas possible. Je dis là, il faut que j'aille à l'infirmerie, je tenais plus. Donc là, on rentre carrément dans le vif du sujet. Donc j'arrive à l'infirmerie. Ça va pas, j'ai pas mangé le matin et je peux pas comprendre ce qui m'arrive. Je peux pas comprendre ce qui m'arrive. Donc on attend. J'étais allongée sur un lit. Après, je vomis une fois. Après, il y a le médecin scolaire qui arrive. Il voit que j'ai été opérée de l'appendicite. Donc l'appendicite, c'était bien passé dans mon enfance, pas de problème. J'avais eu les végétations où il y avait eu une hémorragie quand même. Il avait fallu revenir sur l'opération. Et là, on me renvoie chez moi. Hein. Mais le médecin dit, il n'y a pas d'urgence. Si ça ne va pas mieux demain, tu iras passer une radio. Voilà. Mais bon, j'ai eu l'appendicite. C'est pas mes règles. Mais bon, il n'y a pas lieu de s'inquiéter chez une jeune fille de 16 ans, quoi. Donc, j'appelle une amie qui vient me chercher. Mais là, je ne suis plus dans le même état. Je suis sur un fauteuil et quand je ne peux plus me relever. Je suis pliée en deux, dans le vrai sens du terme. Et quand ma mère me voit arriver comme ça, elle demande à l'amie, elle lui dit, écoute, tu t'occupes des élèves, c'était la sortie. Elle dit, tu fais la sortie des classes et moi je l'emmène à l'hôpital. Et arrivée à l'hôpital, alors, une chose que je n'ai pas précisée, arrivée à l'hôpital, donc évidemment on me prend en charge parce que j'ai quand même 39,5 de température. J'ai oublié de dire que j'avais perdu mon hymen, très important, à 3 mois. Donc, en sachant tout ce que ça peut impliquer, ça c'est une grande parenthèse ou une petite, hein, mais quand on sait ce que l'hymen peut représenter dans certaines cultures, même dans notre culture, parce que moi j'avais une amie au collège dont les parents l'avaient fait parler parce qu'elle avait l'hymen un peu déchiré. Elle faisait de la danse classique, elle faisait le grand écart. Mais on lui a dit, tu n'es pas allé fricoter avec un garçon. Enfin voilà, tu vois. Donc, moi, ma mère m'a dit qu'à 3 mois, j'avais plus d'hymen. Donc voilà. Et donc, quand tu arrives à l'hôpital et que tu n'as plus, et bien là, on te dit, vous avez eu des rapports. Je fais non, j'ai jamais eu de rapport. Si, non. Donc de toute façon, ils savaient qu'il fallait opérer parce que là, j'avais une hyperleucocytose, j'étais vraiment en état de choc, parce qu'on a un état de choc quand même, et donc tous les signes, l'horreur au niveau du ventre. De toute façon, là, tu ne demandes plus qu'une chose, hein, c'est qu'on te tue ou qu'on t'ouvre. Mais tu dis, faites quelque chose pour moi, là, il ne faut pas que je reste comme ça, tu n'as plus qu'une envie, c'est qu'on t'endorme. Hein. Est-ce que c'est une hyperleucocytose ? Oui, en fait, c'est quand tu as les globules blancs ça veut dire qu'il y a une super infection, et ça, c'est... J'avais une amie infirmière qui a assisté à l'opération. Et elle a dit qu'elle était très étonnée que je sois arrivée quand même, parce que j'ai dû être opérée vers, 2h, 1h, 2h l'après-midi. J'étais en perforation depuis le matin, 7h30. On appelle ça une péritonite fulgurante. Et on n'est pas loin de la mort là, dans ces cas-là. Donc ils ont ouvert, et quand je me suis réveillée, là ça a été l'enfer. Parce que tu rentres à l'hôpital, tu n'es déjà plus à l'hôpital parce que tu ne sais même pas que tu as été opéré, tu te dis attends, j'étais en cours là, j'étais partie pour aller en cours, et tu te réveilles, tu as des tuyaux partout. Et tu as la sonde gastrique qui n'est même pas enfoncée par le nez, qui n'a pas pu passer parce que tout est petit, voilà, enfin bon, catastrophe quoi. Et là, ça a été quand même la grande descente aux enfers. Étant donné que j'étais perfusée, la sonde gastrique c'est très difficile à supporter. Après tu peux t'y faire, hein, parce qu'on verra au fur et à mesure que ça, j'ai pu la garder jusqu'à 3 mois, sans manger et tout, donc voilà. Et je demandais à être attachée la nuit. Et les moyens pour soulager la douleur n'étaient pas les mêmes qu'on peut avoir maintenant, c'était il y a 38 ans. Je ne pense pas avoir une morphine ou des choses comme ça n'existait pas. Donc ça a été, j'étais pas en réa, ça ne demandait peut-être pas, hein, mais j'étais pas soulagée comme il fallait. Ça a été
Et j'ai l'amie infirmière, elle arrive, et je lui dis, je dois la garder combien de temps, la sonde? Elle me dit 5 jours, et moi 5 jours, on m'aurait dit 5 mois, 5 ans. Ça me paraissait Je dis, je vais jamais tenir. Et en fait, je me suis remise assez vite. J'ai fait une petite complication, un hématome, ce qui paraîtrait normal. Mais il faut savoir que quand ils ont opéré à cette époque-là, le chirurgien n'a rien vu d'anormal. C'est-à-dire que pour lui, l'intestin était d'aspect normal, sa morphologie était normale, les analyses qui ont été faites après montraient des analyses normales, il n'y avait rien d'apparent. Alors il pensait peut-être cancer, il pouvait penser une anomalie peut-être congénitale de l'intestin. Ça peut arriver, un endroit qui est mal formé. Non, il n'y avait rien de visible. J'étais en parfaite santé, donc il ne comprenait pas. Donc là, c'était en mars 86. Donc là, il recouse. Après, je ressors quand même, je fais 43 kilos. Donc là, j'en fais 55. Et en fait, cette opération-là, quand tu subis cette opération-là, ça dure 15 jours à peu près l'hospitalisation. De 15 jours à 3 semaines, tu perds 7 kilos. En 5 jours, tu perds... Ah, mais moi, je dis les filles... Alors, il y en a qui font « Oh, la chance !» Oui, je vous le dis, non, évitez. 7 kilos, tellement c'est quelque chose de balèze pour le corps. C'est pas rien à... Et d'ailleurs, je sais très bien, d'ailleurs je ne peux plus être opérée du ventre, c'est fini, ils ne peuvent plus rien faire, que ce soit vasculaire, digestif, n'importe quoi, ils ne peuvent plus rien faire. De toute façon, ils ne peuvent plus ouvrir, c'est catastrophique. Là, vu l'état, maintenant c'est plus pareil. Maintenant on voit qu'il y a la maladie si on ouvre, même si on n'ouvre pas parce qu'il y a les scanners et tout, et on voit que ça ne va pas, quoi. Voilà, donc je me remets, je pars même en Corse, en vacances. Quand j'y repense, la Corse, s'il m'était arrivé un problème en Corse, donc on arrive à septembre, je suis au lycée là, 15 jours d'école, 15 jours de cours, super, hein. Ah super, je suis contente, je rencontre plein de monde, je me fais... pas mal d'amis, vraiment la classe super. Pas les profs, non. Et je n'étais pas trop contente des profs que j'avais, c'était des profs durs et tout. Je dis oh la vache, ça va être dur. Je sais pas si c'est ça. Et là, un samedi, chez moi, et c'est reparti, redouleur, encore. Et là, on me dit. Là, le médecin vient, médecin généraliste, et il fait bon, on va retourner à l'hôpital. Hein. Et là, moi, je dis c'est pas possible. Je me dis c'est pas possible. 2 fois, c'est pas possible. D'ailleurs, c'est tellement pas possible que quand je me réveille de mon opération, je vois l'infirmière, tu sais. Alors évidemment, avec toutes les drogues de l'anesthésie, déjà, je me réveillais pas trop bien des anesthésies parce que les anesthésies étaient encore assez balèzes. C'est là quand tu insultais tout le monde, quand tu te réveillais, que tu te bagarrais et tout. Donc là, j'ai vu j'ai dit, le paradis, ça existe. Non, c'était l'infirmière, le blanc de l'infirmière. Et je suis encore revenue sur Terre en me disant, je suis encore là. Il va encore falloir que je subisse ça. Donc c'est quand même des choses dures, encore une fois. Et là, je me remets. Je remonte à cheval. Non, en fait, je ne remonte pas à cheval. J'avais arrêté le cheval déjà. J'en ai pas parlé, j'ai fait 1 an, mais c'était horrible. Enfin, les hématomes, j'aurais jamais dû faire ça. Jamais dû faire un peu d'équitation, juste parce que j'avais des copines qui aimaient ça, et j'aimais les chevaux aussi. Mais finalement, c'était bien que... Tu te rends compte, je commence, premier jour d'équitation, on monte à cru, c'est-à-dire sans selle. J'ai le poney qui a la colonne qui ressort le plus. Comme par hasard, je me rappelle encore de son nom, mais adorable le poney. Geronimo, je me souviens à Mérins. Il s'appelait Geronimo ? Ouais, il s'appelait Geronimo. C'est toi qui m'as sauvé, t'aurais dû me sauver si je t'avais écouté. Et là, je fais l'heure d'équitation avec les copines premier jour. Et là, je connaissais pas les poneys. Hein. Non, je connaissais pas les poneys, j'ai eu celui-là.
On ne pouvait pas dire j'avais choisi. En plus, il était assez, donc un mérins, mais assez rond. Donc tu n'as aucune prise. Tu te tiens juste à la crinière et la colonne qui ressort plus. Quand j'ai eu fini mon heure d'équitation, je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir une heure. Donc en arrivant à la maison, parce qu'évidemment j'ai pas pu dire avant, et je montre à ma mère, parce qu'évidemment j'ai dit maman c'est horrible, 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 regarde ce que ça m'a fait. Et donc elle regarde à l'entrejambe, effectivement j'étais pleine de... C'était noir, que des hématomes, des hématomes, des hématomes. Moi je l'ai vu aussi puisqu'elle m'a montré. Et puis j'ai dit oui, mais non, je vais quand même continuer. Alors en fait, il y avait quand même, tu vois, on peut dire qu'il y avait... Alors on donne, comme on dit, hein, on donne des signes, nous. Mais à ce qui n'en est pas, parce que finalement, le hasard, justement, j'ai écouté une émission l'autre jour sur Arte, mais il n'y a pas de hasard, mais quand même, il y a quand même du hasard. Et donc j'aurais dû arrêter là. Ah non, 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 ça c'est... Parce que moi, en fait, au début, c'est ça la difficulté aussi. Tu sais, on ne parle pas facilement non plus. Donc on se dit, peut-être que chez les autres, ça fait la même chose, mais qu'on n'en parle pas. C'est, est-ce que toi, ça te fait des bleus quand tu... Moi, j'en aurais parlé facilement, hein, mais là, si tu veux, je ne voulais pas être... encore avoir quelque chose que je ne pouvais pas faire parce que... non. Je disais, oh non, j'ai envie d'en faire, donc il y aura une selle la prochaine fois, ça fera moins mal. Et en fait, j'ai fini par un accident de voiture. L'année, on a eu un accident de voiture. Pas fait. Ma mère arrivait, c'était la sœur de la personne qui tenait le club. Elle arrivait avec sa Golf en face. Nous, on était arrêtés, parce que ma mère a dit, on va se la prendre. Et elle nous arrivait dedans à 80. Ce jour-là, ce fut une révélation aussi, parce que quand tu te prends une voiture à 80, il n'y avait pas de ceinture de sécurité, il n'y avait rien. Donc on était 3 gamines à 11 ans, 11-12 ans, tu vois, derrière. Et là, tu te dis, oh, j'ai hurlé, parce que là j'ai eu mal. Hurlé, mais mon cerveau, j'ai cru qu'il allait sortir de mon crâne. Et c'est le traumatisme crânien balèze. Alors évidemment, je me suis pris le siège, donc la peau, là il y avait encore la cicatrice, mais ça a explosé. Mais si tu avais vu ça, je saignais de partout. Je saignais du nez, comme ça, mais je saignais à l'intérieur. Je buvais du sang, j'étais là, à boire comme un litre d'eau. Hein. J'étais là. Et alors Et à un moment, je me suis dit, mais Pat, arrête de hurler, ça ne fera pas moins mal. Tu sais, tu as un moment, tu reprends tes esprits et puis tu te dis... Et moi, j'étais coincée contre la haie. Donc, je ne pouvais pas sortir. Ma mère, la voiture complètement emboutie, donc ne pouvait pas sortir ça. Et la copine qui pouvait sortir était choquée, elle ne pouvait pas. C'est-à-dire que la voiture aurait brûlé, on aurait brûlé toutes les 4, là-dedans, vite fait. Ce jour-là, je me suis dit... Pat, les accidents de voiture, fais attention. Parce que tu as vu ce que ça fait. Là, toi, tu es arrêté. En face, il y a une voiture qui arrive à 80. Mais si les deux roulent à 80, alors là, ça sera plus... tu bois ton sang, tu fais comme ça. Alors, je faisais des essuie-glaces tellement je saignais, j'en ai partout. Et on m'a recousu. Et puis voilà, c'est juste pour dire ça, voilà. Donc... La deuxième opération, j'en étais là, on m'a mis une colostomie. Parce qu'en fait, comme j'avais fait une perforation, ils se sont dit, pour que c'est le temps de cicatriser, on va mettre une colostomie avec une poche. Donc l'époque étant ce qu'elle était aussi, alors là, la poche, moi je peux te dire que c'était la période où le pape en avait une, c'était lui la célébrité. Ouais, tu sais, c'est que t'es comme le pape. Ouais, bon, lui il est vieux, hein, il y a beau... On disait ça En fait, on m'avait amené un dépliant, il y avait le pape, entre autres, je me souviens de ça. Ouais, j'avais pas trop d'atomes crochus avec le pape, moi, si tu veux, c'était... lui, s'était fait tirer dessus, et c'est vrai que c'est des... En fait, moi, j'ai un arrière-grand-père qui a eu il s'est pris un obus en 14-18, et il a eu une poche. Tu te rends compte, c'était une force de la nature, il n'y avait pas d'antibiotiques, rien à l'époque. Moi, ma poche, ça n'a pas été vraiment...
Ça n'a pas été du tout traumatisant pour moi. Ce qui a été traumatisant, c'est ce que le chirurgien a fait. Il avait laissé pendre un morceau de mon intestin, je t'assure. Je me suis retrouvée avec un bout d'intestin qui pendait comme ça. Et il a voulu le découper devant tout le staff et devant moi surtout. Je peux dire, quand tu vois qu'on te découpe ton intestin, alors c'est là que tu te dis, ah ouais, vous ne pouvez pas avoir mal, hein, parce que de toute façon, c'est pas innervé l'intestin. Ah oui, c'est vrai qu'il a pu le découper, mais c'est super impressionnant. Tu te rends compte, j'ai que 16 ans quand même. Ça m'a marqué. Après la poche, je me suis dit, ouais, pourquoi pas une poche, hein. De toute façon, moi, ce que je voulais surtout, c'est plus me retrouver à l'hôpital avec des horreurs comme ça à vivre. La poche, ça m'a rien changé à ma vie. Moi, je continue à aller à la piscine. Ça se voyait pas. Je veux dire, ça se voit pas plus que ça me gêne pas plus, hein, que ça sorte d'un côté ou de l'autre, comme je dis. Mais alors, c'était les autres. Oh là là, t'as une poche. En fait, tout le monde s'en fait. J'adore parce que t'as un film où il y a de Woody Allen là-dessus, où il dit, oh là là, quand je serai vieux, j'aurai ma poche. Il fait ça comme citation, tu sais, c'est vraiment le truc. C'est le pire du naufrage. Alors qu'en fait, maintenant, ce qui est très bien, c'est que grâce aux réseaux sociaux, il y a beaucoup, ça c'est complètement... tu vois, c'est dédramatisé complètement. Il y a des groupes, les filles, les garçons se photographient avec leurs poches, ils vont prendre... Il n'y a pas de problème, tu vois, c'est pas devenu un... On va pas dire quand même que c'est devenu un... Mais ça fait partie de la vie, quoi. Ça fait partie de la vie, c'est une chose... Tu te serais fait faire un tatouage, enfin, je veux dire, c'est médical, donc c'est pas la poche en elle-même. Les gens qui ont la maladie de Crohn... ou la RCH, ils vont dire que des fois ça leur a sauvé la vie parce qu'ils n'en pouvaient plus de vivre et que la poche leur a sauvé la vie et que ça a fait une vie plus confortable. Parce que je la connais pas vraiment, la maladie de Crohn, mais je fais partie d'un groupe parce qu'en fait moi je suis une pauvre petite isolée dans mon... Même s'il y a maintenant, je remercie le réseau, hein, mais les réseaux sociaux et tout, parce que je pourrais jamais, je pourrais, si, il y a du mal à dire, mais grâce à ça, on m'avait dit, donc à ce moment-là, la deuxième opération, on me met la poche, tout ça, et il y a un gastroentérologue qui vient voir ma mère et qui lui dit, c'est le syndrome d'Ehlers dans l'os vasculaire que votre fille a là, il n'y a rien à faire, ça va craquer n'importe quand, au revoir madame. Et elle m'attendait que je remonte du bloc. Tu vois un peu la psychologie du gastroentérologue. Très 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 bon au niveau diagnostic, très très mauvais au niveau psychologique. Voilà. Donc là, on en est là. Donc ils m'ont mis une poche en se disant, on va attendre et on remettra la continuité. Donc au mois de mars suivant, donc on en est au mois de septembre, donc mars 87, on remet la continuité. Toi, t'avais quel âge ? Alors, moi, c'est pas dur parce que je suis de fin 69, donc à chaque fois qu'il y a une année, j'ai l'âge de... Enfin, ça fait 17 ans, là. J'avais 17 ans quand on m'a remis la continuité. La continuité, c'est... C'est-à-dire qu'on remet l'intestin en route, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert, ils ont enlevé la stomie, ils coupent un bout d'intestin, ils recousent, ça s'appelle une anastomose. On recoue les deux morceaux d'intestin, on les remet l'un à l'autre et en recousant, normalement, chez quelqu'un dans bonne santé, ça va aller. Voilà, ça devrait aller. L'année d'après, ils me font une opération pour remettre les grands droits, parce que c'est les grands droits, les muscles grands droits, parce qu'en fait j'ai une éventration. Donc ils se disent qu'il faut faire une intervention pour remettre ces grands droits en vue peut-être d'une éventuelle grossesse. Enfin, tu vois, bon. Ça me fait toujours rire parce qu'ils font ce qu'il faut. Hein. De toute façon, j'étais partante aussi. Oui, éventration, c'est sûr que de toute façon, c'est pas bon non plus. Si l'intestin il passe au milieu, on se retrouve en occlusion. Je connaîtrai après les occlusions, heureusement. Ce n'est pas bien non plus. Malheureusement, je voudrais dire. Et donc, on me refait la sangle abdominale, hein, c'est ce qu'on me dit. On fait faire de la kiné avant et tout. Entre-temps, quand même, je me fais claquage musculaire. Et alors là,
encore mieux parce que claquage musculaire. Je vois un kiné qui me dit, bon, faut pas de repos, que si tu veux bien être tranquille, tu prends des chaussures à talons, comme ça tu remarches tout de suite. Il aurait fallu qu'un moment de... Non, il aurait fallu prendre plus de temps. Plus de temps. Et parce qu'en fait, je vais avoir les talons, je vais continuer de marcher, je vais même courir aller prendre le train à Paris pour les vacances de Noël. Ma mère, allez, cours, cours, bah, on est en retard. Cours, cours avec tes talons, ton claquage, ton gros sac. Quand tu sais tout ce que j'ai... Voilà, mais c'est la vie. Je ne regrette rien parce que j'ai vécu ça, voilà. Donc là, jusque-là, ça va encore. Et en 88, je suis dans le Midi, donc fameux TGV, on arrive chez les grands-parents, Avignon, Luberon, tout ça, ça arrive, c'est bien. C'est des beaux souvenirs, ça. C'est des bons souvenirs, ouais. En même temps, je dois te dire que je me suis sentie provençale, ah ouais, pour le pays. Moi, de toute façon, quand j'étais petite, en arrivant en pays étranger, je disais, on n'est pas en France ici. Parce que accent, cigale, sécheresse, je disais, ils parlent bizarre. Et nous, on nous disait toujours, ah, vous faites votre petit chiquet. Non, non, c'était toujours des bons souvenirs, oui. Des bons souvenirs, mais la chaleur quand même, pour moi, difficile à supporter. Très difficile à supporter, en sachant aussi que dans l'enfance, premières vacances sur la Côte d'Azur, brûlure deuxième degré, j'avais mes lunettes, j'étais tout le temps dans l'eau, hein. Faut pas chercher quand tu me vois dans le sud, quand il fait chaud, tu cherches, il y a plein d'eau, je suis dedans. Et ça, les médecins m'ont toujours dit, on ne comprend pas pourquoi. Ben, moi, je vais vous expliquer. C'est normal, parce que je ne supportais pas. Et voilà, donc là, on me refait les grands droits. Et là, en 88, super, comme tu dis, la belle vie, donc 88, 18 ans, j'allais en avoir 19, parce que 1er novembre, hein, on choisit son jour quand même. Et 1er novembre, donc on fait le marché le matin, tout va bien, mais je suis dans une forme incroyable. Et l'après-midi, paf, encore un samedi, dis donc. Et là, j'ai dit non. Dans ma tête, je me suis dit non. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma grand-mère m'a fait des tisanes et tout. Elle connaissait toutes les plantes, ma grand-mère, mais bon. On va pas soigner une perforation avec une tisane, hein, de toute façon. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que de la bienveillance autour de moi, et personne ne veut y croire. Ma mère ne veut pas y croire non plus. Moi, je ne veux surtout pas y croire. Donc, je prends du Doliprane. Étonnamment, pas du tout comme les autres perforations. C'est-à-dire que ce n'est pas une perforation avec péritonite fulgurante, parce qu'il y a un fécalome qui bloque la perforation, qui est quand même, on le saura après, qui est quand même balèze. Mais je passe 24 heures. Ma mère a appelé un médecin de garde, ça existait encore. Et là, elle arrive, j'avais dû prendre à peu près 10 Doliprane. Entre la veille et le moment où elle est arrivée, j'avais 38,5. En sachant que tu as pris 10 Doliprane, 8 ou 10 Doliprane, si tu enlèves les j'aurais été à 40. Et elle me trouve bien parce que je suis pas... Alors, ce qui est fou quand même, c'est que tu te dis, j'ai des cicatrices partout. Tu vois ça, tu te dis, bon, une jeune femme de cet âge-là, elle a un passif, des cicatrices qui ne sont pas catholiques, bien distendues. Tu sais, c'est pas la cicatrice hypertrophique, comme on dit. Et donc là, elle a dit, il n'y a rien. Sauf que ma mère, elle avait appelé une ambulance privée. Parce que moi, je crois que j'aurais attendu la fin et j'aurais dit, ça suffit là. Parce que je me suis dit, on va aller jusqu'où comme ça?
Donc là, on arrive à l'hôpital, et l'hôpital d'Avignon, l'ambulance privée. Déjà, ils ont du mal à me descendre parce qu'il y a un escalier. Ma mère, elle m'a vue verte ce jour-là. Mais la couleur verte, quand on dit les gens sont verts, de peur, là c'était verte de la péritonite, enfin bon. On arrive à l'hôpital, personne. Un jeune médecin étranger. Je tiens à remercier tous les médecins étrangers qui sont dans les urgences ou ailleurs, qui ne sont même pas reconnus comme des vrais médecins, qui ont un salaire inférieur aux médecins de France. Et grâce à qui l'hôpital français fonctionne depuis X années. Enfin, celui-là notamment, donc il parlait peut-être pas bien le français, mais il savait la médecine. Hein. Sauf que nous, on a dit, oui, mais il est jeune, il parle pas bien le français, il doit pas bien voir la radio. Parce que là, c'était la radio, il n'y avait pas encore... Et il fait, oui, il téléphone à son chef, puis il dit, voilà, il y a une grosse perforation. Je vois bien la perforation. Moi, j'étais là, non, il voit pas la perforation. Et en fait, on met dans un box, on te fait un prélèvement. Et là, le prélèvement, il revient, toujours les leucocytes, hyperleucocytose. Et là, le chirurgien arrive avec son costume du dimanche. Tout le monde revient de son repas, je dérange tout le monde. Et je vois les infirmières, pareil, c'était du personnel de garde. Je fais non, mais moi je veux pas vous déranger. Repartez chez vous. Et là, je suis coincée. Parce que je peux pas dire non. Puis c'est difficile de dire de mourir devant sa mère, devant ses grands-parents. On peut pas leur faire ça quand même. Hein. Et donc, même le médecin, il va me dire, alors il me dit, si tu veux, tu as encore 1 heure. On prend l'hélicoptère, tu peux être transféré à Montpellier ou à Marseille. Si tu n'as pas confiance en moi. Ah non, mais moi j'ai dit, j'ai pas confiance en l'hélicoptère. Mais c'est pas que j'ai pas confiance en vous, docteur. C'est que j'ai pas confiance. Non, mais moi ça va, j'en ai marre de tout ça, je veux plus vivre ça. Donc, alors là, opération, je me suis réveillée, je pense que les nerfs aussi, et j'étais frigorifiée, enfin bon. Mais ça s'est bien passé. Les suites se sont bien passées, ça s'est plutôt bien passé, oui. C'est-à-dire que du coup, ils ont fait quoi comme opération? Encore, ils ont remis une poche. La poche, donc, on récupère les selles, en fait, sont dans la poche. Tu n'as plus de transit par l'anus, normal. Ça sort dans la poche. Que soit tu vas changer, ou soit tu vas vidanger, comme on dit, ça dépend. Voilà. Alors, jusque-là, donc, poche. Alors après, ça va être... Là, on va quand même se poser des questions. Ça y est, on se pose des questions. 3 perforations, ça commence à faire. Donc il y a toujours ce nom et l'air dans l'os, type 4. J'ai cherché à l'époque, je pense que j'ai cherché dans le Larousse médical et j'avais trouvé le syndrome des lairs dans l'os vasculaire. 1 mot, non 2, pronostic réservé. Généralement, c'est pas bon signe. Mais pronostic réservé, qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Alors jusque-là, ça va encore, mais je commence à fatiguer quand même. Hein. Je commence à fatiguer. Ce qui commence à poser problème, c'est que je sens que mon corps, il suit plus. Ça va commencer à être vraiment compliqué. Ça l'était déjà au collège. Je faisais jamais mes devoirs le soir. Hein. J'étais fatiguée, moi une journée, ça me suffit. Hein. Je ne veux pas en plus retravailler le soir, pas possible. Donc ça a été assez dur. Hein. Et il a fallu quand même faire le marathon. Alors là, tu te vois un petit peu dans Astérix quand il lui demande le formulaire, machin, descendez, remontez, tout ça. Là, c'était Paris avec tous les hôpitaux et aller voir tous les grands ponts de la chirurgie. Et j'en ai vu pas mal pour essayer de savoir ce que j'avais. Ils m'ont dit, ma petite dame, parce que là, j'avais rien de visible. Hein. Ils disaient, c'est pas possible que vous soyez malade, vous êtes trop en forme, trop belle, machin, tout ça, la beauté de la jeunesse, quoi, tu vois, la force. Oui, j'ai des voix. Enfin, c'était pas visible? Non, du tout. Alors, c'était visible parce que j'avais des veines visibles, hein,
Mais j'avais pas un hématome ce jour-là non plus. J'avais pas des hématomes comme j'ai là, tu vois, ça a claqué la semaine dernière. Bon. Là, ça c'est des nouveautés, ça c'est une nouvelle mode 2024, ça m'avait jamais fait ça. J'avais des hématomes comme ça quand je jouais au ballon, enfin au volley, tout ça, au collège. Quand je courais aussi. Si je courais en athlée, tout d'un coup j'avais une veine qui explosait dans la jambe parce que quand même, il y a une chose qui est sûre, c'est que la puberté, c'est pas une bonne chose pour moi, je dirais. Ça a vraiment amplifié, et je pense que d'autres syndromes d'Ehlers dans l'os diraient la même chose, mais la question des hormones, elle n'est pas anodine. C'est-à-dire que ça a amplifié la fragilité vasculaire, je dirais. Et après, c'est la période où on grandit beaucoup, hein, où on se transforme énormément, donc ça paraît normal aussi que ça ne suive pas au niveau quand il y a des déficits. Donc là, on fait les hôpitaux de Paris, je suis dans la région parisienne, donc personne ne me trouve. Je finis à l'hôpital de Créteil, je suis prise en charge là-bas, et on me fait un prélèvement. Parce qu'il était déjà question, j'avais vu un phlébologue, parce que j'avais une prof en collège qui m'avait dit « mais tu sais, tu as peut-être une leucémie, hein, faut que tu fasses attention ». Ah oui, c'est peut-être une leucémie. Et puis, pas de leucémie, mais un phlébologue, elle m'avait donné les coordonnées. Et donc, j'en avais vu un sur Paris qui voulait... J'avais déjà les saphènes abîmés. À 15 ans, c'est rare. J'avais pas encore eu mes problèmes digestifs. Et elle me dit, faut voir. Donc, le phlébologue, lui, voulait me faire le stripping. Stripping, c'est quand on prend le crochet. Il y a eu quelques personnes qui ont vécu ça. Très, 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 très mauvaise expérience. Dans mon cas, ça aurait été dramatique. Quand tu dis si on prend le crochet et qu'on... Et on tire la veine, on l'arrache. Waouh! Ah non, moi, on n'arrache rien. Donc, je fais tous les hôpitaux de Paris et j'arrive à Créteil. Et là, ils me prennent un morceau de peau, une petite biopsie. J'attends. Et là, j'ai fait je ne sais combien de visites. Ils me regardaient comme ça, parce qu'ils pensaient plusieurs maladies possibles. Pseudo-xanthome, je ne sais pas ce que c'est. Mais voilà, donc, il s'est révélé que c'était bien le syndrome d'Ehlers dans l'os, type 4. Et puis, voilà, madame. Donc, on ne sait pas. Pour remettre la continuité, moi j'étais pas spécialement pour, hein, parce que les opérations digestives, je crois que c'est le pire qu'on puisse vivre. Avec mon passé médical, là je peux dire que j'en ai vécu des choses, mais le pire c'est ça quand même. Hein. Quand tu peux pas manger, le tube digestif, il faut savoir que l'intestin, on s'est aperçu qu'il y a des neurones dans l'intestin déjà. Et l'intestin, quand il y a un organe qui ne va pas dans le corps, là, tu as un organe qui déconne. L'intestin s'arrête. À lui, il est solidaire, il fait « moi je ne veux pas prendre d'énergie, je vais m'arrêter pour laisser les autres organes, voilà ». Donc très 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 susceptible, je dirais, ce petit organe. Et donc fragile, et moins on y touche, mieux c'est. Et en fait, maintenant, on le sait, mais on le fait. Mais c'est vrai qu'on sait que c'est l'organe qui est le plus touché avec l'utérus, le côlon. Donc, j'en suis là. Je vois rien. Et un jour de rage, je m'explose les veines des jambes. Oh c'est facile, hein, tu te tapes là. Et puis ça y est, tout est explosé. Et j'arrive à l'hôpital de Mantes, pas loin de... Et là, ils se demandent, je dis, mais quand même, des veines qui explosent comme ça n'existe pas. Moi j'appelle ça la maladie des veines de verre maintenant. Parce qu'en fait, il y a la maladie des os de verre, c'est une maladie du collagène. Rien à voir, hein. Je ne veux pas comparer, mais la fragilité, c'est pratiquement la même. Beaucoup moindre,
moins importante pour moi. Dans l'enfance, j'ai une enfance normale. Quelqu'un qui a l'ostéogenèse imparfaite, maladie des os de verre, il va vivre le martyre, il se casse, il fait 40 fractures dans le ventre de sa mère. Donc tu vois, c'est autre chose, parce que les fractures, ça ne se remet pas comme une veine. Voilà. Donc là, je vais commencer à être prise en charge. Et alors, ce qui est fou, c'est que j'avais un nom de la personne qui avait réalisé l'analyse, et donc on m'avait dit qu'il valait mieux pas intervenir étant donné la gravité. Et ça, on me l'a pas dit en face. C'est moi qui ai lu le courrier. Un jour, j'ai ouvert le courrier, je fais: j'ai vu l'atteinte quand même, Madame Truffaut-Mus, il est déconseillé de faire le stripping, l'opération, même les opérations sur les veines. Pour remettre la continuité, ils sont pas chauds, mais il faut voir un autre. Enfin bon, bref, débrouille-toi avec ça quand t'as 19-20 ans. J'ai dit, mais j'ai pas fait mes études de médecine. Entre-temps, j'avais été recalée à l'examen médical pour faire infirmière. Parce qu'en fait, moi, je voulais faire infirmière. Bon, ma mère m'avait poussée un peu, mais c'est vrai que j'aimais bien faire infirmière, ça m'aurait plu. C'est sûr que si c'est pour que l'infirmière s'écroule sur le malade, c'est pas bon. Je pouvais pas les porter, rien quoi. Enfin bon, bref, c'était bien qu'à l'examen médical, j'avais réussi l'examen. À cette époque, il y a des gens encore qui voulaient faire ce métier. Dommage qu'on dégoûte comme ça et qu'on ne prenne pas, vraiment pas ces métiers des gens en or. Hein. Tout le personnel médical, là, et avec le Covid, on a fait beaucoup de promesses qu'on n'a pas tenues. Et en fait, c'est bien dommage parce qu'on fait d'un métier qui est vraiment enrichissant, mais il faudrait qu'il soit aussi, qu'on puisse le faire correctement. Donc, de Mantes, je suis transférée à Paris sur une erreur de nom, dis donc. Celui qui avait réalisé ma biopsie, il a le même nom qu'un chef de service à la Pitié-Salpêtrière. Donc j'arrive en service de médecine à la Pitié-Salpêtrière. Et là, je fais partie de tous ces gens qui arrivent là, de la France entière, avec des énigmes. Alors moi, ça fait 3 ans que je traîne dans les hôpitaux, j'ai perdu 15 kilos, ils ne savent pas ce que j'ai. Donc, tu sais, mais en fait, en même temps, c'était rassurant parce que je me suis dit, enfin, j'arrive. Là, on ne peut pas arriver plus haut, si tu veux. Tu te dis, bon, voilà, ils vont. Et généralement, ils trouvent. C'est ça. Et là, alors évidemment que tu fais des examens, mais c'est plutôt rassurant. Tu te dis, ils te font faire ceci par cela. Tu vas à tel endroit, tu vas faire cet examen-là. Mais c'est ce qu'il fallait faire. Parce qu'en fait, c'est une maladie multisystémique. Donc ça touche tout. Donc j'ai eu le droit des fois des réflexions de secrétaire ou dans les caisses. Mais qu'est-ce qui me prouve que c'est en rapport avec votre 100%? J'ai dit, vous croyez que je suis venue là pour faire un examen par plaisir? Je vous le dis franchement, les vrais malades, enfin quand je dis les vrais malades, quand on a des maladies chroniques, moins on voit à l'hôpital, moins on voit les médecins, et mieux on se porte. Donc non. Aller à l'hôpital pour faire des examens, non, ça n'a aucun intérêt, moi je ne vois pas. Là c'était vraiment primordial, donc ils font tout, vraiment tout. Il y avait déjà l'IRM à l'époque, IRM de la tête, tout ça, scanner, tout bien. Bon, on fait tout bien. La personne qui m'a prise en charge, le médecin, la professeure était très très bien, très très à l'écoute. C'était une époque encore où on pouvait aussi rester à l'hôpital, parce que maintenant on vous tombe dehors tout de suite parce qu'il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place et là, c'est de la médecine, les gens ils sont là. Moi j'ai vu des gens arriver avec 25 kilos en plus parce que leur rein ne fonctionnait plus. Et là, donc c'est rassurant parce que je suis quand même bien suivie. Par contre, elle m'annonce le pourcentage de collagène, parce que c'est le collagène 3 qui est en déficit, et elle m'annonce, vous n'avez que 15%. Et là, je me mets à pleurer. Et là, elle se dit, pourquoi tu pleures? Je lui dis 15%.
ça fait pas beaucoup. Et là, je dis, vous avez déjà, quand vous aviez 3 sur 20, vous étiez contente de votre... Mais c'est pas grave. Bah si, c'est grave. Parce que moi, je me rends compte que c'est grave, hein, 15%. Alors, moi, j'avais lu qu'on avait 19 sortes de collagène dans le corps. On a du collagène partout, hein. Et il y a différentes sortes de collagène dans les os, voilà. Vu ce que j'ai eu comme passé au niveau digestif, je fais ah ben c'est grave. Puis comme j'avais dit à ma mère à mes 14 ans, quand ça pètera dans le cerveau, ça sera pas pareil. Donc voilà. Et elle me dit mais c'est pas grave, faut partir en vacances. Tu pars en vacances avec des copines. Je dis ben, les problèmes seront toujours le même. Tu vois. Sur cette entrefaite, on déménage. Donc je me paye tous les cartons du déménagement, parce que ma mère, elle s'occupe de sa mère. C'est moi qui fais le déménagement. Des gros cartons, des gros machins. Ah oui, parce que moi j'ai fait tout ce qui était l'intérieur de la maison, si tu veux, mais pas les meubles. Hein. Après, ça c'est des amis avec mon frère qui sont venus. Mais moi j'ai débarrassé tout ce qu'il y avait dans les... Alors, j'étais avec le diable du voisin à porter. J'ai fait des gros cartons de livres. Non, mais il me manque aussi un bout de cerveau, je crois. Donc, j'ai fait des choses. Après, a posteriori, quand tu sais, tu dis non, j'aurais jamais dû faire ça, parce que porter des grosses charges comme ça. Déjà, il faut savoir. Alors, là, faut savoir que grâce à la pilule contraceptive, grâce à l'avortement, si on veut, mais j'ai su très tôt, même j'avais 13-14 ans quand j'avais super mal au ventre pendant mes règles et tout, parce que le deuxième jour c'était une catastrophe, en sachant qu'il y a endométriose en plus. Maintenant on en parle, mais ça fait partie des joies de la maladie aussi. J'ai fait des kystes fonctionnels aussi, donc ça c'était... Et quand on t'opère le ventre, évidemment, à chaque fois il se fait des adhérences. Donc ça veut dire qu'il se fait des adhérences partout, et certainement encore plus chez moi qui ai des tissus particuliers. Donc tout ça, et donc c'est quand même la pilule contraceptive qui m'a sauvé la vie, si on peut dire. On fait partie de la première génération qui a été sauvée grâce à la pilule contraceptive. Moi, je me suis toujours dit, t'as pas intérêt de te retrouver enceinte, ma fille, parce que un avortement par aspiration, on va pas t'aspirer que le bébé, hein. Ah bah tiens, l'utérus est venu avec. Ah bah je pensais pas que ça ferait ça. Donc voilà, ça j'avais déjà tout ce que j'ai pu lire, parce qu'après, donc la personne qui s'occupait. Ah oui. Moi, tout ce que j'ai pu lire sur la maladie, j'ai jamais été surprise, jamais. Alors c'est vrai que j'ai eu du mal à faire dire tiens, l'intestin. Comment ça se fait qu'il se perfore, et ça, je suis quand même pas forte à ce point-là, parce que je savais que c'était vasculaire. Je voyais bien que c'était vasculaire, mais du vasculaire, je sais qu'il y en a partout, mais je ne sais pas que du collagène 3, ça existe. Je ne sais pas qu'il est principalement dans l'utérus et dans le côlon. Mais quand tu réfléchis, après tout ça, tu le sais. Tu te dis, mais pourquoi on n'enlève pas l'utérus et pourquoi on n'enlève pas le côlon ? Mais ça viendra pour les suivants. Parce qu'en fait, en 1995, j'avais travaillé pendant 1 an, mi-temps. Comment ça s'appelait à cette époque-là? C'était pour travailleurs handicapés. J'étais reconnue quand même travailleur. On avait fait les papiers, j'ai été reconnue travailleur handicapé. Ou travailleuse. Je ne suis pas restée longtemps travailleuse. Non. Et donc j'étais tellement fatiguée au bout de mon année, à mi-temps, hein, une année à mi-temps, je faisais les courses, je m'occupais de la maison, ma mère étant à mi-temps pour s'occuper de sa mère. Donc rien que de faire le minimum syndical, ah ben je faisais rien d'autre, parce que j'étais morte de fatigue. Et donc c'est pour ça que je vais faire une tentative de suicide en 1994, que personne ne comprend pourquoi je fais cette tentative de suicide. Enfin, mon frère il m'a dit que c'était pas une tentative, c'était un suicide. C'est vrai. J'avais pris la dose de 2 mois, j'avais gardé les médicaments. Enfin bon.
quand le médecin est arrivé, c'est mes collègues qui, étant étonnés que je ne sois pas là au travail, m'ont téléphoné et puis ils ont trouvé tout, ils ont cherché le médecin généraliste partout qui est venu quand même. Mais j'avais plus que le cœur battait à 47, j'étais à 7,5 de tension. Ben, elle m'a même pas fait hospitaliser, ma mère est arrivée après. Et donc là c'était, parce qu'en fait j'étais allée à une soirée, et là je me suis pris en plein visage, ce que c'était que la vie de mon âge si tu veux. Et je me suis dit, bah, mais qu'est-ce que je fais là moi? Alors, moi, j'ai jamais fumé, je sais même pas rouler une cigarette, je sais pas. J'ai toujours dit que je fumerais pas parce que mon père m'a fait fumer trop quand j'étais jeune. Alors, j'ai été élevée, j'ai fumé de 0 à 13 ans. C'était trop. L'alcool, n'en parlons pas. Mais pareil, hein, mon père, il avait assez bu pour moi. Donc, ça te guérit aussi. Bon, après, quand tu bois de l'alcool, tu te dis que effectivement, tu sens bien le goût, mais ça te brûle surtout, quoi. Donc la tentative de suicide, c'est parce que je me dis, là, c'est fini. Là, ça va plus, je ne peux pas travailler, parce que je suis allée au bout du bout. J'ai essayé de travailler à mi-temps, je n'y arrive pas. Donc c'est quoi la perspective? J'ai 24 ans, je suis au bout du rouleau, physiquement. On me donne quoi comme solution? C'est un peu une voie sans issue. Le problème, c'est ça, c'est voie sans issue. Il faut savoir, ce qui est formidable quand même, c'est que toutes ces années-là, jamais un psy de suivi de psychiatrie. Ah non, tu deals avec la maladie, tranquille, toute seule. C'est facile. L'apprentissage de la vie. C'est arrivé à l'hôpital donc, où j'étais suivie à la Pitié-Salpêtrière et j'ai eu une voix, je vais voir le psy. Il fait bonjour madame, bon, un costard cravate, j'aurais cru un banquier. Tenez, alors vous remplissez le QC. Donc je prends la feuille, je commence à cocher les cases, parce qu'il ne parle pas avec toi. Hein. Alors il fait ça, il fait intéressant. Ah oui, bah, madame, votre fille veut ça, elle est suicidaire à 100%. Dépressive, tout ça, voilà. On va vous donner des médicaments. Et alors attends, je raconte ça après à celle qui me suivait dans le service, ça me fait ah bon, il est comme ça le psy? Bah je fais et pas qu'un peu. Mais là, l'infirmière qui dit mais tous les malades s'en plaignent. Donc en fait, on était tous avec des pathologies plus lourdes les unes que les autres. Alors on t'annonce que il te reste 6 mois à vivre ou que tu vas avoir des trucs quand même durs, hein, que ta vie va être complètement bouleversée, que tout ce que tu... Donc il y avait beaucoup de jeunes, ça peut être des gens plus âgés, mais de toute façon, ta vie est bouleversée. Et bah, au moins tu te dis, il y aura un suivi, un soutien, parce que le suivi, j'aime bien le soutien psychologique. Il n'y a pas besoin de me suivre ou que je le suive, tu vois, ce que je ne vais pas montrer non plus le... Mais arriver à apprendre les choses une par une et se dire, attends, tout n'est pas fini, tout n'est pas fermé. Parce que quand tu es dans une famille, tu es l'âge où tu dois prendre... Alors moi j'attendais, moi, de pouvoir prendre mon indépendance. Bah, je dis, c'est mal barré. Hein. Donc l'indépendance, je vais vraiment la prendre. Et en fait, il y avait... Moi, je voulais en finir et je me disais aussi que j'allais soulager mon entourage. Parce que je dis, c'est pas une vie pour mon entourage. Ma mère se retrouvait avec un enfant malade, finalement, ou quelqu'un à charge. Après, bon, c'est vrai que ça aussi, alors en même temps que la loi pour l'avortement, merci au gouvernement de cette époque d'avoir aussi fait la AH, parce qu'elle existe que depuis 1975. Avant, on était à la charge des familles. Donc ça te donne quand même une indépendance financière. Certes, réduite quand même, mais tu peux quand même... mais ça, tu vas pas penser tout de suite à te dire, bah, tiens, je vais partir avec mon indépendance, avec mon âge. Tu vois, là, tu te dis... Tu tombes en... Moi, je dis, la dépression, elle était obligatoire. Je dis pas que j'ai pas tu vois, la dépression, je pense qu'elle est dans la famille, du côté de mon père, elle est là
je suis pas je suis pas la seule, il y a beaucoup de gens, hein, comme il y a des terrains dépressifs. Mais là, pour le coup, oui, je tombe vraiment. C'était dû vraiment à la maladie, quoi. Ah oui, alors c'est ce que m'a dit le médecin, m'a dit, vous êtes, c'est une dépression causée par la maladie en fait, mais réactionnelle, voilà. Dépression réactionnelle, oui. Ah bah oui, ça faisait un peu beaucoup. Et là, j'étais encore pas passée au pire de ce que je vais connaître, parce que donc j'ai travaillé pendant 1 an. J'ai une anecdote où je suis partie j'étais la seule à pouvoir conduire, donc j'avais une amie. Avec sa sœur, on avait décidé d'aller à Étretat. J'étais la seule à avoir le permis, donc je dis bon bah moi je conduis, on y va passer le week-end à Étretat. Et ce qui est bizarre, c'est que j'avais mal dans le ventre que quand j'étais en voiture pour conduire. Je l'avais senti déjà au travail, quand je revenais de mon travail. J'ai dit c'est bizarre, j'ai mal là, mais que quand je suis en voiture. Ils m'ont fait, le médecin, là c'était pas de chance, parce que le médecin m'a fait faire une écho de tous les organes sauf des ovaires. Et c'était déjà trop tard parce qu'il y avait un abcès dans le ventre. Donc je suis allée à Étretat, j'avais cet abcès. J'étais donc déjà épuisée. Les copines, en plus il y en a une, a fait oh, regarde le phare là-bas, tu sais, le chemin des douaniers. Ça, elle a fait t'as vu, on peut y aller à pied. Je fais ouais, c'est ça. Je fais là, tu crois que tu en as pour 4-5 km? Moi je te dis qu'il y en a 15. Oh non, je crois pas. Je dis on y va, parce que moi tu sais, il faut pas me. On y va. Au bout, quand on avait fait, je sais pas, déjà 10 km, j'ai dit moi c'est bon, hein, je ne peux pas faire. On revient, hein, parce que ça fera déjà 20. Donc j'étais encore en forme quand même pour pouvoir le faire. Mais j'étais crevée et je suis rentrée de ce week-end, je t'assure, c'était incroyable. J'étais sur le canapé à la maison, il y avait la lumière, j'avais la lumière en pleine figure. J'avais ma mère qui avait mis la musique classique à fond. Il y avait le téléphone qui sonnait. J'étais consciente, mais enfin je dormais, mais je n'arrivais pas à sortir de mon sommeil, tellement j'étais épuisée. Et donc là, j'avais décidé de reprendre un travail, j'avais eu quelques temps, mais j'avais décidé de prendre un travail à mi-temps encore, dans un centre handicapé à Saint-André-de-l'Eure. Et je fais ma première semaine, j'étais contente, hein, je faisais le standard, ça existait encore. Et non, c'était très bien parce que c'était vraiment un centre pour handicapés. Là, tu vivais une expérience. La semaine que j'ai vécue là-bas, c'était une expérience très enrichissante. Et au bout d'une semaine, je dis là, il y a quelque chose qui ne va pas, j'arrive, température, tout ça. Je fais bon, je vais à Mantes, passe une écho. Et là, je dis ça ne va plus du tout parce que l'échographe me dit voilà, vous avez quelque chose sur l'ovaire ou la trompe, on ne sait pas. Il y a une grosseur. Est-ce que c'est un kyste sur l'ovaire? Je fais non, parce que je suis sous pilule, c'est pas possible. Et là, je me suis dit non. Mais je me suis dit, ma petite, t'as pas le choix. Il faut retourner à l'hôpital. Et là, donc, la femme qui me suivait sur la Pitié me dit, je t'envoie en gynécologie, Hôtel-Dieu. On est en 95. Et là, j'arrive. Donc on fait, ah oui, encore hyper leucocytose. Là, on va essayer de faire passer l'abcès par une antibiothérapie de ouf. Sauf que l'abcès, lui, il est là depuis longtemps. Il a fait sa petite maison. Il s'est bien enquisté. Et puis, on ne va pas arriver à le déloger. Donc, il va falloir ouvrir. Et là, un jour, j'étais donc entre la gynéco, il m'est arrivé beaucoup, parce que moi je choisis beaucoup le mois de mai. Hein. J'aime beaucoup le mois de mai avec les ponts, tout ça, que les médecins s'en vont, ça change, comme ça. Enfin bon, je suis passée par des péripéties. Il y avait un chef de clinique qui me dit « Non, mais on va arrêter l'antibiothérapie, vous sortez demain, de toute façon, c'est votre maladie. » Oh moi je dis « C'est bien, comme ça je vais mourir à la maison tranquille. »
la chef, elle revient après. Mais qu'est-ce que vous faites là sans votre... Ah ben j'ai dit, c'est chef de service, chef de clinique. Je veux dire, chef de clinique, il m'a dit, je sortais. L'après-midi, je le vois à l'examen et il me fait faire une radio. Mais je fais, bah, je croyais que je sortais demain. Il s'était pris un savon et en fait, il fallait pas du tout m'enlever. Il me renvoyait mourir chez moi, quoi. C'était une faute grave. Donc tu sais, là encore, tu te dis, moi j'avais dit à ma mère, c'est pas grave, je signe ma décharge et je vais finir sous les ponts. Je t'assure, j'allais aller vivre avec les clochards, j'étais encore mieux là. Ah mais oui, pour être tranquille. Je dis, puisque c'est pas possible, hein, ils vont me faire... Et là, un jour, je vois un chirurgien, je ne connaissais pas. Oh oui, on va ouvrir, on va être une équipe médicale, enfin chirurgicale gynéco, une équipe chirurgicale digestive, et on va enlever tout ce qui est mauvais. On va garder que le bon. J'ai 25 ans, je connais quand même un peu ma maladie, je fais... Tu peux pas dire à un médecin, grand pont, machin. Et là, attendez, c'est une maladie génétique que j'ai. Tout est mauvais chez moi. Il n'y a pas du bon, il n'y a pas de mauvais. Parce que lui, il voulait couper, il disait, bon, bah, on enlève ce qui ne va pas. Mais non. D'abord, il ne savait pas, il n'avait pas ouvert. Donc moi, j'étais là, allô, madame, qu'est-ce que vous allez devenir? J'ai peur. Et je suis retournée sur la Pitié. Et j'ai été opérée par un chirurgien qui avait une expérience, vraiment il n'était pas loin de la retraite, mais un chirurgien vraiment qui a eu les opérations à faire les plus lourdes. Donc tu te dis là t'es bien encore, tu te dis bon bah là je ne trouverai pas mieux non plus, tu es quand même en sécurité. Mais là ça va être l'enfer. Parce que lui il va ouvrir, et il va me dire, le lendemain, enfin après l'opération, mais comment ça fonctionnait? T'avais pas de problème de transit? Ah si. Il n'en revenait pas. Le dédale, tu vois. Ah non, un vrai dédale, incroyable, l'intestin, c'est une... Et là, il a su ce que c'était hein, d'avoir un syndrome d'Ehlers dans l'os vasculaire. Il dit, j'ai rien pu faire. Dès que je touchais l'intestin, il devenait tout noir. Dès que je voulais sortir une anse d'intestin, il se déchirait entre ses doigts. Ah mais moi j'ai dit, je préfère être à ma place qu'à la vôtre. Hein. Mais donc il fait une opération, il enlève la fameuse... Alors il enlève le grêle avec, peut-être un petit bout de grêle avec l'abcès, mais enfin il enlève l'abcès et il essaye de faire ce qu'il peut. Sauf que 15 jours après, il y a une anse de grêle qui tombe au fond du ventre comme ça, pouf. Et occlusion. Une anse de grêle, c'est une anse d'intestin. Tu sais, tu vois bien comment il est dessiné là, voilà. Donc le grêle est quand même très long par rapport au côlon. Et donc là, il y a une anse de grêle qui tombe, paf. Bah, évidemment que quand elle tombe comme ça fait une occlusion. Donc toi, tu sens que ça passe plus. Et là, je fais, il va falloir réopérer. Donc, je suis rentrée à l'hôpital au mois de mai. Au mois de juin, j'ai été opérée 3 fois d'affilée parce qu'il y a eu des complications, plusieurs. Et je me rappelle que je sortais de la 2e opération et que j'étais chez moi. Et donc, c'était le 13 juillet, je me rappelle, je regardais le Tour de France. Tous les ans, hein, ça fait longtemps que je le regarde. Mais je sens après à la maison. Mon frère était là, donc je me remettais, et là tout d'un coup je sens, et mon frère il n'en revenait pas. J'ai senti mon intestin qui faisait comme ça. La couture, là où il avait recousu, je l'ai senti se resserrer, et tout d'un coup j'ai senti que ça passait plus. Et là mon frère il n'en revenait pas, il a dit comment tu fais pour sentir ça? Je suis à l'écoute de mon corps, obligatoirement. Alors, c'est le problème avec cette maladie. Parce que dans la vie, on retient que le négatif. On va te le dire en psychologie, parce que c'est tout ce qui est danger, il faut qu'on se sauve de tous les dangers.
Donc, comment faire pour ne pas être tout le temps à l'écoute de son corps quand on sait qu'il peut lâcher à tout moment, tu vois, Et donc là, quand même, ils vont opérer une 3e fois. Et ça me fait très peur parce que le chirurgien, il m'opère et le lendemain, il part en vacances. Donc je me dis, oula, si jamais il m'arrive une 4e complication, c'est qui va m'opérer. Et ça fait très drôle aussi quand tu as les chirurgiens en face de toi, du service, hein, ils me connaissaient, ça faisait là, j'étais là depuis 3 mois, donc avec une sonde gastrique, je mangeais plus, enfin le truc, le top du top. Et ils te regardent plus dans les yeux, les médecins, les chirurgiens. Ils osent même plus te regarder dans les yeux. Tu vois, parce que c'est quand t'en es là, tu fais bon, bah là, je suis arrivée au top du top. Et là, ils me regardent plus dans les yeux. Il n'y a pas au-dessus. À moins que, pour ceux qui croient, il y a peut-être Dieu, mais il ne m'opère pas. Moi, pour moi, c'est le chirurgien qui m'opère, c'est pas Dieu. Et donc là, je suis opérée pour la 3e fois. Donc on me réhospitalise. Et là, le 20 juillet, je suis opérée. Et là, je fais toutes les prières. Alors que je ne suis pas croyante, j'étais là, pourvu que je ne me réveille pas, pourvu que je ne me réveille pas, pourvu que je ne me réveille pas, pourvu que je ne me réveille pas. Eh bien, je me suis réveillée. Et je me suis réveillée, alors justement pour parler de la mort, tu sais, ceux qui ont vu le... Alors moi, je n'ai pas vu un couloir, parce que moi, j'étais sous oxygène, j'avais une machine qui respirait à ma place. Et je me suis vue très loin de la Terre. Et comme on a des visions, maintenant on voit la Terre, on la montre avec les satellites et tout, donc je l'ai vue. J'étais partie très loin de la Terre, j'étais très très loin et je suis retombée sur la Terre. J'ai dit, la Terre, elle me rappelle à elle, non, je veux continuer à voler dans l'espace. J'étais partie très loin. Mais j'étais partie très loin parce que je voulais partir très loin. Et j'étais Là, j'étais bien prise en charge. J'étais prise en charge à chaque fois dans les services de réanimation. Et je peux te dire que là, c'est plus du tout la même chose. Tu as un infirmier pour 2 malades. Tu peux dire 50 fois j'ai mal, ils vont pas t'envoyer bouler parce que de toute façon, ils sont d'un calme. Et pour la personne qui vient, c'est super impressionnant. Mais pour toi, je peux dire c'est super confortable. Parce que tu es vraiment soulagé. Alors j'ai passé une nuit à dire que j'avais mal là, alors que j'avais été opérée du ventre, mais je ne sais pas ce qu'il m'avait fait dans le dos. Quand il y a Mais ça a été quand même... Et là je suis sortie, donc début août, le 5 août, je crois, quelque chose comme ça. Et là, ma mère avait passé les 3 mois avec moi, tu vois. Donc on est rentré dans une maison. Et tu te dis, je suis rentrée, je faisais plus, alors là, c'était un peu plus que 43 kilos, mais je ne pouvais plus rien manger. Je ne supportais pas le moindre aliment. Ça me faisait hurler, une cuillère avec une peu de purée, hurler pendant une demi-heure. Alors il ne voulait plus, moi, mon ventre, hein, parce que moi, je lui disais, ben moi... Non plus, il ne voudrait plus, mais lui, il ne voulait plus non plus. C'est ça le truc, c'est qu'il était devenu... En fait, j'étais restée 3 mois avec la sonde, donc il était habitué à ce qu'on aspire, parce que les sucs gastriques, tu les produis tout le temps. Tu produis 2 litres de sucs gastriques par jour, même si tu ne bois pas. Alors évidemment, c'est pas vrai, parce que tu vas finir par mourir, mais tu vas être déshydraté. Mais comme on te donne par perf, j'étais nourrie par perf. Et là, c'est déjà balèze, tu reviens... Et là, ma mère, une fois, est allée voir l'anesthésiste, une femme très sympathique. Et parce que je dis, mais moi, ils vont s'acharner combien de temps sur moi comme ça? Parce que moi, je voudrais que ça finisse. Et là, l'anesthésiste, elle se trouve, qu'est-ce qu'elle répond? C'est qu'elle a envie de vivre. Sauf que je ne suis pas si sûre que ça, j'avais envie de vivre. Ça pose la question toujours de... Je crois surtout que j'ai une maladie bien forte, bien grave quand même, mais sur un terrain avec par ailleurs une santé de fer. Je suis rentrée à la maison, ils ne savaient pas. Hein. Ils se sont dit, elle va rentrer chez elle, hein, parce qu'il faut bien rentrer un jour. Et puis, une maison de repos, c'était même pas la peine, hein, parce que la nourriture n'était pas adaptée, rien. Donc de toute façon, si j'ai
été sauvée aussi, c'est grâce à ma mère, parce qu'elle m'a amenée à manger à l'hôpital pour que ce soit adapté aussi. Alors ma vie, aujourd'hui, c'est très compliqué parce que déjà là, on est arrivé, donc je t'ai raconté jusqu'à 95, mais il se passera encore d'autres soucis. Par intermittence, mon intestin va s'arrêter de fonctionner, comme ça, et il s'arrêtera. Donc j'attendrai qu'il reparte. Et un jour, l'hôpital Pompidou, qui est le centre de référence, un jour j'arrive là-bas et le chirurgien me dit il a fonctionné plus encore. Donc un régime déjà très. Il y a des choses que j'ai dû enlever parce que je faisais mal. J'ai voulu manger les haricots verts du jardin un jour, j'ai hurlé pendant 24 heures. Bon, alors après le chirurgien il dit il faut rien éliminer de votre alimentation, mais là c'est pas moi qui l'élimine, c'est mon intestin qui dit à mon cerveau non, ça non. Parce que moi des choses j'adore, hein, les crudités et tout ça, mais je peux pas les manger parce que ça va faire très mal. Et je suis limite perforation. Quand tu sais l'intestin comment il est et comment il est, je ne comprends pas qu'il fonctionne encore. Et je suis bien portante. On ne peut pas dire que je suis là, il y a des malades qui sont... On est toujours dans le... On ne peut pas savoir parce qu'en fait... Donc déjà, dans la maladie, il y a 3 sortes de mutations. Mais chaque malade fait une mutation pratiquement différente. Hein. Donc déjà, ça commence mal pour les recherches. La recherche médicale, c'est que c'est compliqué, la maladie du collagène, ça va être dans les maladies les plus... Il y a certainement plusieurs facteurs qui jouent. Alors, après, il y a je te dis, il y a l'atteinte. Parce que si j'avais eu l'atteinte artérielle, au lieu de faire une perforation digestive, on ne représente que 20% des personnes qui sont le site vasculaire à faire une perforation digestive. Les autres, ça va être artériel. Donc, malheureusement, quand tu as une rupture d'artère, si c'est une grosse artère, c'est la fin. Donc, tu peux avoir des jeunes qui ont... C'est l'aorte cardiaque, l'aorte abdominale, les grosses veines, quoi. Donc, ça va être ça. Si c'est la grossesse, pour ceux qui sont artériels, ça va être catastrophique parce que si elles ne savent pas, les femmes, elles vont accoucher normalement, mais ça va être des dégâts alors sur les aortes, hein, sur les artères, parce que tu peux te rompre l'aorte en faisant les efforts pour accoucher. Et sinon, c'est des déchirures totales du périnée, ça déchire tout. Et il y a dans l'histoire, parce que moi j'ai lu un peu l'histoire, tu as des femmes qui accouchaient, il y avait l'utérus, la vessie, tout qui suivait. Donc c'est la mort. Alors, il y a 15% de décès chez les femmes pendant la grossesse, mais on ne parle pas des décès qui peuvent arriver, des séquelles dues à la grossesse qu'il faudra surveiller. Mais moi j'ai pas eu de grossesse et j'ai des anévrismes partout maintenant, parce que j'ai pas la forme artérielle au début si tu veux, mais j'ai quand même ça m'empêchera pas de mourir d'une rupture d'anévrisme. Ce que j'espère, pas une perforation digestive, j'ai assez donné, non mais c'est vrai, là ils pourront rien faire, mais pour les artères ils peuvent rien faire non plus. Parce qu'on peut pas mettre de stent, parce qu'on peut pas opérer en préventif, de toute façon c'est comme du papier cigarette qui se déchire, donc alors là, ce qu'on a un petit peu, ils te disent, hein, l'avantage que tu as en vieillissant, c'est que les artères elles deviennent un peu plus solides parce qu'elles se raidissent, mais c'est pas obligatoirement bien parce que ça fait monter la tension aussi et qu'il ne faut pas qu'on monte en tension. On est en hypertension à 13,9, donc ça va vite hein, pour les atteindre. Donc non seulement il y a la maladie, très fatigué, mais on a le traitement il y en a, ils sortent plus de leur lit à cause du traitement déjà. Alors, la maladie peut t'empêcher de sortir de ton lit. Après, les traitements peuvent t'empêcher de sortir de ton lit, tu n'as même plus la force. Et la maladie en elle-même est très fatigante. Parce qu'en fait, ça te paraît normal. Moi, c'est veineux, donc tout ce boulot que le cœur doit faire pour faire fonctionner un
un corps qui est plein de dilatation partout, tu vois, les varices partout, mais partout. Donc ça demande une pompe solide. Hein. Donc l'infarctus c'est aussi courant, assez jeune. Et puis voilà, bah écoute, il y a beaucoup de choses hein, qui sont... Donc quand j'étais arrivée en 2002 à Pompidou, j'ai eu mon 11 septembre, moi, en 2002. Et ben il m'a dit, oh, votre intestin est mort. Il me regarde, il me dit, votre intestin est mort. Alors j'ai dit, bon, ouais, est-ce qu'on fait une cérémonie ou pas? Mais sauf que je le croyais qu'à moitié. Il me dit, on va vous poser un portac 4 pour pouvoir vous nourrir. Il y a des malades qui sont nourris que par voie, voilà. Bon, et ben on va faire ça sous anesthésie locale, en sachant que les anesthésies locales ne fonctionnent pas chez nous. Parce que le produit, tu l'injectes, mais il reste, il diffuse pas. Lui, non, il a décidé que, enfin, notre corps étant ce qu'il est, il peut pas. Donc voilà. Donc là, il me dit ça. Il me pose le cathéter sous anesthésie locale, donc je te dis pas. En plus, je les entends dire, ah, bah, il n'y a pas la veine qu'on voulait. Elle n'est pas là. Ils étaient deux. Chirurgien digestif, chirurgien vasculaire. Et puis, il me le pose. Il commence à me perfuser pour me nourrir. Je faisais plus de 49 kilos. C'est pas non plus... je veux dire, c'est très à la mode de faire peu de poids, donc... Mais c'est vrai qu'à 49 kilos, c'est pas mon poids de forme. Et là, le lendemain, je me remets à manger. Ben là, il n'était pas mort, il s'est remis à fonctionner. Mais je suis contente d'avoir le caté. 22 ans que je l'ai, il fonctionne toujours. Et quand il faut me perfuser, eh ben c'est bien pratique. Parce que vu l'état de mes veines, là, il n'y a qu'à les regarder là. Bon, bah, c'est pas ça. Hein. Donc, quand on peut me perfuser, c'est très bien. Ma vie avec la maladie, déjà, ça a été de me dire, donc, il y a des... À chaque expérience, tu fais une expérience, tu dis, oula, bon, bah là, ça, faudra pas faire. Donc, ça... Donc, c'est... on est dans l'âge... À l'adolescence, on veut rentrer dans le moule, tout le monde fait ses expériences... coma éthylique pour mon frère. Oh, bah, tout le monde est au courant maintenant, tu peux le dire. Mais tu vois, des choses où on dépasse, on veut voir jusqu'où on peut aller. Bon bah moi je savais déjà qu'il y avait des choses, valait mieux pas que je tente l'expérience, ça c'est sûr, parce que... Mais ça te fait te mettre un peu en dehors du groupe quand même aussi. Même si déjà j'étais un peu pas trop à suivre obligatoirement. J'ai jamais trop aimé les bandes, trop de monde à la fois, moi ça me convient pas. Donc effectivement je faisais plutôt du sport individuel. J'étais sûre au moins que si je me faisais mal, c'était moi qui m'étais fait mal. J'avais pas trop confiance déjà enfin, je savais que les autres pouvaient me faire du mal, mais ils peuvent faire du bien aussi. Mais voilà, donc ça se... Mais ma vie sociale, donc, je te dis, elle s'est entrecoupée, puisque donc, quand j'ai commencé, là où je me sentais bien, en fait, quand j'ai commencé à me sentir bien dans ma peau, j'ai commencé à être malade, donc je croyais que j'étais disposée pour enfin accueillir la maladie comme il se doit. J'ai pas eu le temps de rentrer en cours que 15 jours après, j'étais à l'hôpital. Effectivement, ma chambre à la clinique, il y avait du monde hein, dedans. Mais bon, c'est un peu difficile, je n'ai pas repris les cours. Ma mère m'a dit, tu le feras par correspondance, comme tu dois te refaire opérer au mois de mars. Donc, j'ai coupé. Donc voilà, coupé. Cette année-là, bah, j'ai pas fait. Donc l'année d'après, je reprends une année. J'ai des amis que je vois au lycée, mais que je vois pas particulièrement, parce que tu as des amis au lycée, tu te retrouves avec des gens d'un peu toute la région. Mais si tu n'as pas de permis, comme dirait Alex, comment ça se fait que tu n'as pas de mobilette et pas de copains? Et c'est vrai, parce qu'il avait raison.
il fallait un moyen de locomotion ou un Jules qui m'emmène. Et au moins avoir quelqu'un dans ma vie. Et c'est vrai que ça, c'était inenvisageable déjà à cet âge-là. Moi, j'étais déjà en retard là-dessus. Je pense que c'était pas... Et le problème aussi, c'est que je me disais comment ça va se passer, même avec les garçons, enfin avec un garçon. La première fois, j'avais fait mon petit sondage aussi de ce que les premières fois autour de moi, des femmes plus âgées. Je dis, oh là, ça n'a pas l'air terrible votre truc là, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de... Et je me disais, bon, il y avait aussi l'image, on me disait, ta poche. Et il y avait une gastro-entérologue qui m'avait dit, oh, je ne sais pas si tu vas pouvoir commencer ta vie sexuelle, hein, t'as ta poche. Et en fait, c'est elle qui se posait ce problème. C'est ça qui est faux, c'est elle qui Elle me renvoyait ça, mais c'était complètement nul, parce que ça n'a rien à voir, c'est pas là que ça se passe, madame. Mais c'est vrai que je me posais quand même des questions, puisque même le médecin qui me suivait à Paris m'a dit, je ne sais pas si ça va être possible, hein, mais ça s'arrête là, tu sais. Alors la sexualité avec les médecins, ça les regarde pas. Avec les psychiatres, ça les regarde pas. À partir du moment où tu n'en parles pas, si tu mets pas le sujet sur le... Bah, ils t'en parlent pas. Sauf que bon, j'ai suivi gynécologiquement, mais ça te dit pas... autant un homme, il va savoir son sexe, comment il est fait, autant une femme, elle va pas trop savoir. Même si tu vas faire des explorations, est-ce que ça va aller ou pas? Tu te dis, comment ça va se passer? Et donc, ça, je l'ai retardé. Ça a été retardé au plus. Vraiment, il fallait que je tombe sur quelqu'un en qui j'ai confiance. Et en même temps, je ne voulais pas... j'aurais très bien pu dire, bon, comme dit mon frère, c'est ce qu'il me disait, il me dit, tu fais ce que tu veux, mais tu vas à un concert, tu vas au concert, tu verras bien ce qui se passera après. Oui, je verrai bien quand j'aurai plus de tympan, que ça m'aura niqué les oreilles. Tu vois, non mais les conséquences sont pas anodines. Donc je passe mon bac, on se fait ça en boîte de nuit avec des amis. Le lendemain, le fait d'avoir dansé toute la nuit, je perds mon ongle. J'avais l'ongle du doigt de pied noir. Rien que le frottement. J'ai perdu mon ongle. Bon, c'est pas grave, il l'a poussé. Ne pleurez pas. Mais tu te dis que je pourrais aller avec le premier venu puis dire on va bien voir comment ça se passe. Non. Non, ça se fera pas comme ça. Ça ne se fera pas comme ça parce que... Alors déjà, il y a mon père qui m'avait un peu dégoûté des hommes parce que j'avais 7 ans, je disais j'aurais des enfants mais pas de mari. Mais je me disais que non, j'attendrais que ce soit une personne en qui j'ai confiance, quoi, et avec qui je puisse en discuter. Et comme tu peux voir dans les premières fois, souvent ça se fait sous... Il y a un peu d'alcool, un peu de drogue. Je sais pas, j'ai jamais fait de fête comme ça. De toute façon, c'était pas mon truc. Et j'ai un peu fui ça. Hein. Et donc, au niveau amis, j'en ai eu des amis plutôt. Alors en plus, j'avais choisi des filières féminines. Alors, c'est vrai que les hommes, ils étaient plutôt rares. Alors le gros souci, c'était aussi de me dire, j'avais quand même conscience aussi que c'était pas possible de construire quelque chose avec quelqu'un parce qu'il y avait le fait d'engager quelqu'un dans la galère, parce que tu vas pas dire que c'est pas la galère. Donc on est quand même dans une société qui demande beaucoup à une femme. Il faut que... Alors j'ai pas été élevée comme ça, mais c'est vrai que je me suis dit de toute façon des enfants ce sera niette. Si c'est pour être avec quelqu'un, je m'imagine, hein, je me mets toujours à la place de l'autre, je me dis si c'est pour être avec quelqu'un qui se dit waouh, du jour au lendemain je peux partir, alors qu'en fait je n'ai même pas à me mettre dans la place de l'autre, ça le regarde. Sauf que derrière tu as les réflexions de la famille, oui, il a choisi celle-là, on sait bien comment ça se passe, il ne pouvait pas choisir quelqu'un d'autre. Il y en a tellement en bonne santé, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Donc, j'en ai pas rencontré 50. Hein. J'en ai eu quelques-uns après celui que j'ai connu, mais en fait, j'ai décidé de prendre quelqu'un qui était en dérive. Hein. C'est pas pour rien. Je me suis dit, celui-là, il risque rien et il est déjà
à sauver. Donc je me suis dit, il n'a rien à perdre. Éventuellement, je peux essayer de le sauver. Mais il y avait les sentiments, il y avait tout, il y avait quand même tout qui était là. Mais je me dis, au moins, on me le sert déjà bien abîmé par la vie, si tu veux. Lui, il avait déjà sa sœur qui était malade. Donc, il connaissait la maladie, il a connu l'ASE, il a connu... Voilà, il a connu des horreurs, parce qu'il n'y a pas que la maladie comme horreur dans la vie, malheureusement. On peut te flinguer très tôt. Hein. Donc, si tu veux, c'était... je me suis dit, ça va être la solution pour nous deux. Et en fait, c'est pas sûr que problème plus problème égale... non, problème plus problème, ça fait des problèmes. Mais lui, comme j'ai pas pu l'en sortir, moi je m'en suis pas plus sortie. Je veux dire, ça m'a pas guéri non plus. On a passé de bonnes années. Après, ça s'est mal fini parce qu'il est retombé dans l'alcool. Et là, c'était niette. Hein. Et là, j'ai dit non. J'ai dit c'est pas possible parce que là, moi j'ai une maladie, je la choisis pas. L'alcool, je dis pas qu'on l'a choisi, hein, mais je sais autre chose, c'est une addiction. Mais moi, je sais que tu vois, quand je parle de psy, moi, dès que j'étais en couple, j'ai dit je fais une psychothérapie, c'est obligé. Parce que je peux pas prendre l'autre comme on peut pas être bien avec quelqu'un si on n'est pas bien avec soi. Ça veut pas dire que j'étais bien avec moi obligatoirement, hein, parce que pour arriver à s'accepter quand on a ce que j'ai. La psychothérapie donc commençait en 2001. Et je la continue toujours. On me dit qu'il faut alors j'ai eu des arrêts, hein, parce qu'il faut voir les suivis aussi. Si c'est au CMP, ça change. Tu retrouves un psy, il te parle comme si tu étais bipolaire. Ça a commencé comme ça. Hein. Des fois, je me dis, oui, alors des fois vous êtes... Hein, puis après vous êtes... Ah non, moi je suis jamais là-haut... à faire des plans sur la comète irréalisables. Non, non, c'est plutôt comme ça et avec des comme ça, mais sinon... Et donc, j'avais proposé à mon conjoint de faire une psychothérapie aussi, parce qu'il aurait eu besoin d'un soutien. Mais lui, il était fâché à aller avec les psys. Je pense que le travail était trop énorme. Et que c'était impossible pour lui de le faire. Pour avoir un rapport vraiment avec une pénétration, ça a mis 3 mois. Très intéressant. Et là, tu fais comment? Tu vas voir une gynéco, puis tu dis, voilà, il y a un problème là, c'est pas bon calibre que j'ai choisi. Non, mais on en arrive à... Et si tu veux, oui, ça passe pas, parce que moi, je suis pas extensible, les ailaires dans l'os, normalement, sont très extensibles et tout ça, mais moi, regarde, tu regardes comme un manche à balai, on me le disait à la danse, mais les tissus, c'est pareil, c'est-à-dire que moi, les tissus se déchirent chez moi, mais les tissus, alors, la grossesse, évidemment, que l'utérus se rompt pendant la grossesse, mais pour la pénétration, déjà, rien que la pénétration, pas possible, alors il faut agrandir, madame, il faut agrandir. Mettez des agrandisseurs, tu vois pas un peu, toi? Vous achetez des bougies de plus en plus grosses. Non, mais tu vois un peu le trafic, tu vois un petit peu la spontanéité, comment ça doit... Oh ouais, comme il dit, hein, il a dit, il y en a plus d'un qui serait barré. Alors là, ça me fait penser la vache qui rit, alors trop gros, trop maigre, pas la bonne couleur, tout ça. Non, mais on faut en rire. Ah, moi, ils m'ont dit, les psys, quand vous arriverez à rire de votre maladie, ça sera gagné. Oui, c'est pas des moments où on rit. Hein. Ça te gâche quand même ta vie. Déjà, la vie sexuelle, c'est important. Alors là, tu te dis, ouais, bon, alors ça va être faisable, hein, mais ça va être faisable, très faisable. D'ailleurs, après, ça marchera bien, mais il y aura toujours une mycose, il y aura toujours une déchirure à l'entrée du vagin, machin, tout ça. Il y a toujours un problème quand même. Enfin, c'est rare. Et alors, ce qui est bien aussi, c'est bien ce que je me disais aussi, c'est que déjà, alors, c'est pour ça quand tu es jeune, tu hésites à y aller, parce que tu sais très bien que l'érection est en fonction de tout ça, tu dis que tu es une personne à faire débander tous les mecs. Attention, tu vas...
Non, mais c'est vrai. Quand on est jeune, voilà, c'est compliqué pour un homme. Alors, pour une femme aussi, hein, c'est compliqué, mais pas pareil. Mais c'est vrai que il faut vraiment arriver à qu'il y ait une connivence, une connexion. Enfin, je veux dire, ça se fait pas comme pour tout le monde, voilà. Après, c'est pas du tout spécial à ma maladie, c'est spécial aussi à moi, parce que tu as des femmes qui vont avoir eu 3 enfants, donc c'est que non seulement elles ont pu faire l'amour, mais elles ont pu accoucher aussi sans mourir. De toute façon, moi, je pense que j'ai vécu au maximum. Je pense que j'ai vécu au maximum de ce qui m'était autorisé. C'est-à-dire que j'ai arrêté à chaque fois, arrêté avant que... parce qu'en fait, ça m'a démontré après que il fallait pas aller au-delà de ce... Si tu veux, en fait, ce qui m'intéressait, c'est je voulais voir la vie quand même. Curieuse de la vie. Alors, je lis beaucoup. Alors ça, c'est quand même c'est très très riche parce que tu ne rencontres pas les gens en personne, mais tu les rencontres à travers les livres. C'est quand même un univers, et là, tu n'as jamais fini. Donc l'humain est très intéressant. L'humain est très intéressant, la psychologie, tout ça. Enfin, bon, c'est des domaines où j'aurais bien aimé faire des études, tu vois, mais tu peux faire tes études sans... C'est pas pareil, hein, mais tu peux quand même lire. Moi, n'importe quel sujet m'intéresse, si tu veux. Alors évidemment, ça te concerne, tu es bien obligé. Mais après, ce qui concerne les autres aussi m'intéresse beaucoup. Même si j'ai pas d'enfants, si j'ai pas de... Ce que je me demande, je sais pas du tout où on va. Je sais pas où je vais. J'ai plus de certitude sur où je vais, moi. Comme tout le monde, on va tous mourir, un jour ou l'autre. Par contre, au niveau... il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à la société de demain. Ce que je dirais pour les gens qui arrivent, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Parce qu'il y a des traitements, il y a des centres de référence. Moi, il n'y avait rien. Moi, on m'a dit, vous verrez jamais un malade comme vous. Je te dis pas le bonheur, quand j'ai vu le premier malade, j'ai fait ah ouais, c'est vrai, on a un faciès particulier. On a une tête particulière. Et quand tu es tout seul dans une famille, tant mieux. Je suis heureuse d'être toute seule. Je voulais pas que toute la famille décède parce que tu as des parents, ils voient leurs enfants décéder les uns après les autres. Des histoires dramatiques. Donc après, pour les grossesses, il y a plusieurs façons de faire. C'est-à-dire que ça peut être envisageable, tu as envie de avoir un enfant, mais tu peux faire un diagnostic préimplantatoire. Tu peux faire à la normale et tu peux faire peut-être avortement, mais c'est pas... Après, il y a des conditions. Maintenant, en France, il y a un protocole pour la grossesse. C'est-à-dire qu'on te fait accoucher à 7 mois et demi. On n'attend pas que tu deviennes... ça se distante de trop. Et pour dire qu'il y a des précautions à prendre et que c'est important de savoir. Et si on a une hygiène de vie correcte dès la naissance, si les parents sont au courant, s'il y a déjà un parent qui est porteur de la maladie, on peut quand même éviter Par exemple, les Américains qui mangent beaucoup de pop-corn, ils vont souvent avoir des perforations de l'intestin. Ça paraît logique, c'est pas très digeste le pop-corn. Donc voilà. On va dire, oui, du sport, oui. Et par exemple, moi, ils m'ont dit, du vélo, vous avez fait beaucoup de vélo. Vous allez avoir certainement un anévrisme de l'artère iliaque. Pas du tout. Donc, on ne peut pas non plus prévoir. Par contre, tout ce qui est avec des chocs, tous les sports collectifs, le rugby, j'ai évité, le foot, évité, le basket, le hand. Et alors, c'est difficile pour les enfants aussi. Je pense à ces enfants qui doivent aussi, qui ont envie de faire et qui voient les autres faire et qu'ils n'ont pas obligatoirement les symptômes, mais on leur dit, t'as la maladie. Est-ce que ça vaut le coup de les empêcher? Je ne sais pas, parce qu'après, si, tu vois, le pronostic étant réservé, il y a des associations. Il y a l'AFSED qui a été créée en premier. Ma mère y a participé, moi aussi. Moi, je n'ai jamais pu m'impliquer dans rien, puisque le lendemain, je ne savais pas dans quel état j'allais être. En fait, en gros, syndrome des lèvres dans l'os, tu sais aujourd'hui comment t'es. Si tu veux savoir si je suis bien, si je suis visible, il faut savoir... Bon, s'il fait 30, c'est bon, tu sais déjà que je ne viendrai pas. Mais c'est vrai que quand tu es jeune, ça va, hein.
tant que tu n'as pas eu de symptômes, tu peux vivre, mais ça dure quand même pas. Après, moi je dis, après mes 25 ans, c'était fini. Hein. Mes 25 ans, les 3 opérations de trop que j'ai eues là, que si on m'avait enlevé le côlon et l'utérus en 88, ben, ça aurait été une bonne chose. Ce qui n'a pas été fait, mais ce qui pourrait être fait aujourd'hui pour des patients. Parce que des patientes, là, le médecin m'en a parlé. Donc il y a des protocoles de mis en place, mais des protocoles qui sont toujours par pays. Parce que, voilà, on ne fait pas tous pareil. En Australie, par exemple, j'ai eu le forum. Grâce au forum, j'ai appris qu'une femme, elle nous a témoigné, elle nous a montré sa petite fille. Deuxième grossesse, il n'y avait plus d'utérus. Son bébé était au milieu des organes. Donc il a fallu faire vite pour sortir le bébé, le sauver et la maman aussi, tu vois. Ce forum, c'est vasculaire, je sais pas dire. Oh, pourtant, je suis contente quand même parce que je n'ai pas fait de l'anglais pour rien, tu vois. Et parce que franchement, ça sert. Je suis pas très bonne pour le parler, mais pour le lire, ça va. Et tous les articles médicaux sont en anglais aussi, donc tu as intérêt de... Mais bon, après, de toute façon, dès qu'on rentre dans les termes, tu sais, spécifiques d'acide aminé, tout ça, je n'y comprends que dalle. J'ai dit au médecin, moi je comprends rien à ce que vous me dites, les glycines. Moi je dis, je connais que la plante, la fleur. Mais voilà, c'est... Donc ce que je sais, c'est que c'est ça c'est le collagène. Donc après, il manque. Il y en a, il va être à 50%. Alors ceux-là, ils ont de la chance parce qu'ils en ont plus que moi. Il y en a qui en ont encore moins que moi. Donc ceux-là, ils vont être encore. Mais voilà, il y a quand même plus de chance aujourd'hui, évidemment. Avec en plus en cardiovasculaire, ça fait énormément de progrès. Quand tu vois avant, il fallait opérer à cœur ouvert. Maintenant, on te passe par l'artère radiale là, et on va te mettre un stent. Bon, chez nous, non. Certains vasculaires ont ça. Hein. On leur a mis des stents. C'est qu'ils ne sont pas trop atteints parce que chez moi, le stent, il serait resté là, il aurait déchiré l'artère, puis ils auraient dit oh bon bah. Donc la rupture d'artère chez moi, c'est DEF. Sauf si c'est là. Ou si c'est là, ou si c'est là. Mais si c'est à l'intérieur, j'en ai partout sur les organes, sur les artères des organes, en sachant que c'est des petites artères, 1 mm, hein, pas plus. Mais ça fait très mal quand ça se dissèque, donc ça c'est le premier stade, et après ça fait un anévrisme. Alors, le problème à l'heure actuelle aussi, c'est quand il y a une urgence. C'est une urgence, et maintenant il n'y a plus d'urgence. Donc, tu vois ce que je veux dire. Alors, non, il y a de l'urgence quand on m'emmène à Pompidou, c'est bon, on prend tout de suite. Le problème, c'est si je passe par ailleurs. J'arrive trop tard. De toute façon, ils ne connaissent pas, déjà. Donc c'est pour ça que si j'ai habité Évreux, c'est pas par amour du pays, si tu veux. Voilà, en fait, beaucoup de gens ne se doutent pas qu'il y a double, triple, quadruple peine, quintuple peine, parce que tout ce que ça entraîne après. Et ça, ils ne l'ont pas encore calculé, les médecins. Ils n'ont pas encore calculé l'impact sur la vie des gens. Alors il y en a qui vont mourir du jour au lendemain, donc ça n'aura pas eu d'impact, hein. Ils auront une vie... faut savoir que quand tu es aux États-Unis, de toute façon tu n'as pas le choix, tu travailles. Parce que si tu ne travailles pas, il n'y a pas de sécu. Donc de toute manière, c'est vite fait. Première opération, tu vends ta maison, ta voiture, tu finis SDF, et tu meurs de toute façon, voilà. C'est terrible hein, quand même, parce qu'on a la chance d'être en France quand même. Mais le système de santé français est très 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 dégradé. Et ça c'est terrible. Parce que tu sais très bien que, bah ouais, là ça va peut-être, tu vas peut-être pas... Alors nous, hein, notamment ça fait un peu peur par rapport à la fin, parce que tu te dis, est-ce que je vais être bien soulagée? Parce que le médecin m'en a parlé, des cas qui sont arrivés, ils étaient en fait en train de mourir, mais tu es là, super, tu parles, et puis tu as une petite artère qui est rompue, mais bon, ça va pas être du rapide.
et t'es pas soulagé psychologiquement, enfin t'es pas shooté quoi, et t'es pas non plus. Il faut en fait te mettre en, comme ils disent, sédation. Ouais. Mais ça c'est un beau mot, c'est des beaux trucs, mais il n'y a pas, la réalité n'est pas là. On n'a pas la pilule sur nous. Évidemment, je me doute que ça va pas être donné de toute façon, parce que si je la donne à ma mère à la place. Mais voilà, c'est. Après, comme je dis, hein, si j'ai vraiment envie de mourir, je bois une cafetière et puis c'est bon. Mais bon, ça va être douloureux encore une fois. C'est vraiment un témoignage au milieu d'autres. On n'est pas nombreux, mais on est tous très différents. Donc déjà, ne pas prendre mon exemple pour un exemple, ça fait pas du tout. On est tous différents. Si vous soupçonnez d'avoir donc un réseau veineux très très apparent, des hématomes spontanés, mais pas le petit machin. Alors il y en a qui vont venir me voir, regarde, non, c'est pas la petite varicosité que vous avez là, hein, non, c'est pas ça. C'est vraiment des hématomes balèzes. Il y a des petites sonnettes d'alarme qui peuvent, ou pas. Donc c'est pareil, ne vous sentez pas coupable. Si vous êtes parent de quelqu'un, parce que ça, voilà, vous n'y êtes pour rien. Le médecin n'y est pour rien non plus, parce qu'on ne va pas demander non plus aux généralistes de connaître 7000 maladies génétiques parfaitement. Par contre, c'est vrai que quand je tape sur internet les symptômes, ça ne me sort toujours pas le set vasculaire. Donc ça, le Google, il n'a pas compris encore. Le moteur de recherche, on n'est pas répertorié. Tu marques, il va te sortir syndrome des lèvres dans l'os si tu marques, mais il ne va pas te marquer le vasculaire. Et c'est bien dommage parce que si on marquait perforation digestive, veines, tu vois, les veines très fragiles, tu devrais déjà. Ça pourrait en faire partie. Évidemment, ça peut être une leucémie, comme disait la. Mais voilà, c'est pas ça. Donc, vraiment, je pense qu'il faut se faire détecter le plus tôt possible. Voilà.